Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Bienvenue à tous. Parole véritable podcast. Parole véritable, le Bougarno. Toujours Arnaud Automatique. Envoie-leur un peu seulement. Arnaud Automatique, Arnaud Life, Arnaud Yega. Vous savez très bien. Y'a pas de Nintendo aujourd'hui? Non, Arnaud Raptor, le game est jurassique. Voilà, ils vont comprendre. Moi-même DJ Flexta, aujourd'hui, revue véritable. Flexterminator. Où est Sarah Connor? Voilà. John Connor, je crois. Flexta Skelta. C'est ça. Exact. Aujourd'hui, revue véritable film. Aujourd'hui, c'est sur un film très particulier. Yes. Il va pas parler à beaucoup d'entre vous, mais ceux qui savent. C'est profond ce que je viens de dire. Ça. Je suis un vrai poète. Dead President. Bon, Génération Sacrifiée, si vous l'avez vu, la version française et tout. Ouais. Dead President, on va pouvoir en parler en long, en large, en travers. Mais avant tout, il faut introduire notre invité. Non, comme vous avez pu le constater, on n'est pas seul. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Oui. Alerte rouge, alerte rouge. Attention please, attention please. Vraiment, red alert aujourd'hui. This feel like the entire world collapse. Motherfucker. Non, mais aujourd'hui, on est en compagnie d'un grand monsieur, podcasteur, We Love TFTC. Hein? La vignette podcast. Grand journaliste chez Combini. Entre autres. Anciennement chez La Sauce. L'abécédaire du son. No Fun. Aujourd'hui, on est avec le Captain Nemo. Captain Nemo. Give it up. Merci. Captain Nemo. Give it up. Je vous applaudis pour cette belle introduction. On essaye avec les moyens. Faites de briques et de broc, on essaye tout ça. On essaye. Ah, j'adore. Bon, où est-ce que t'as garé le Nautilus? Eh ben, pas très loin, là, juste à côté, à quelques rues dans un bassin. Ah ouais, il y avait assez de profondeur et Ouais, tout. mais j'ai un petit Nautilus en ce moment. D'accord. C'est un Minino. Bon, pour ceux qui ont la référence et tout, vous saurez de quoi on parlait et tout. Bon, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation, franchement, trop cool. Franchement, c'est cool. Bon, des fois, c'est un peu long, tout ça, mais voilà, on a réussi à rendre ça possible. Bah ouais. Je voulais le dire en anglais, tu vois. We made it. Voilà. On a réussi à faire en sorte que tu sois là et c'est très gentil, c'est très sympa. Bah non, c'est moi, merci vraiment pour l'invitation, franchement, j'ai apprécié. Ouais. Je suis très heureux d'être ici. Bah, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup. On est des kiffeurs. Exactement. Voilà, ça devait se faire. Ça devait se faire. C'est l'essentiel. Les choses sont simples des fois. Ah oui, ça devait se faire. Ok. Bon, l'instant youtubeur. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez la petite cloche, c'est gratuit. Aidez-nous sur Tipeee aussi si vous voulez. Bon là c'est pas likez, commentez, partagez. Voilà. Si vous faites ça, yes. mettez la petite cloche pour recevoir la notification. Très important. Très important. Bon, entrons dans le vif du sujet. Yes. Aujourd'hui, on s'attaque à un film très très particulier, très, je vais pas dire spé, mais voilà, c'est un film que tout le monde ne connaît pas. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à aller le voir parce que c'est un film très très important pour la culture. Tu sais, des fois il y a des films comme ça, tu sais pas, mais c'est le père de plein de choses. Bien sûr. Des termes, des machins, etc. Et c'est le cas avec ce film Dead President qui est sorti en 95. En 95. 6 octobre 95. Tu connais. T'as dit. 6 octobre 95. Et réalisé par les fameux frères Hughes. Ouais. Parce qu'on a tendance à les reléguer, à les réduire qu'à Menace to Society. Non, les mecs ont fait d'autres films quand même un petit peu. Allen et Albert Hughes. Tu vois. Film très important. Ouais. Très important pour la symbolique, pour le film en lui-même, pour ce qu'il décrit. Le titre français décrit mieux le sujet du film, c'est-à-dire Génération Sacrifiée. Même le titre canadien, Les Billets Verts. Ah ouais, c'est bon. Le titre canadien, Les Billets Verts. Avec l'accent. Ah, moi j'arrive pas, l'accent canadien, j'arrive pas. Je suis nul, moi je fais toujours l'accent belge, je suis éclaté. Ok. Big up aux frères canadiens, big up à vous. On est ensemble, le Canada nous suit, on sait. Exactement, on est ensemble. Exactement. Yes. On vous suit avec le cœur, nous aussi. Vraiment. Aucun problème. Donc, Dead President, ce film, sorti en 95. Le pitch, rapidement. C'est l'histoire d'un jeune Afro-Américain qui vit dans le Bronx, qui finit ses études et qu'on enrôle en fait dans l'armée. Il va faire la guerre du Vietnam. Il va, je crois, pendant 3-4 ans. Et il revient, son quartier l'a changé. Il a laissé sa copine qui est devenue sa femme après, avec son enfant et tout.
Et il se rend compte qu'en vrai, il fait une guerre qui n'est pas la sienne. Et que quand il finit cette guerre-là, il y a une autre guerre en vrai quand il rentre dans le Bronx. Et en vrai, on va pas spoiler les gens, mais il est dans une situation où il s'en sort pas et il veut s'en sortir. Donc c'est la course en fait au billet vert. La course au Dead Presidents. Voilà. On va le dire tout de suite, Dead President, c'est l'une des nombreuses façons de parler d'argent. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas aucun objet au monde qui a plus de surnoms que l'argent, de dérivés de jeu. L'argent, le flouze, le blé, les lovés, la moula, le cash, la yaska. Ben, eux, les Dead Presidents, parce que tout simplement. Sur les billets de dollars, en fait, c'est des présidents, les anciens présidents des États-Unis, les présidents qui sont décédés, les présidents morts. Dead President. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Nemo. Yes. Toi, t'es un spécialiste dans le cinéma qu'on ne présente plus, etc. Oui. J'ai envie de te dire, comment tu l'as reçu ce film-là déjà? Comment je l'ai reçu? Je l'ai découvert dans les années 90, justement comme vous avez dit, après Menace to Society, donc les frères Hughes, qui était un peu à l'époque, on disait que c'était le pendant violent du Hood movie, Boys in the Hood, parce que c'était vraiment vénère, et il y avait déjà cette fascination autour de O-Dog, donc qui est joué, je me rappelle jamais de son blaze, Laren State. Voilà, qui est le rôle principal dans celui-ci. Donc moi je m'attendais à un film, un film ghetto Hood movie, mais actuel, tu vois. Et à l'époque j'avais pas les références de films de guerre que j'ai maintenant. Donc j'avais pas forcément tout compris comment était structuré le film, qui est en fait aussi une sorte de version afro-américaine de Voyage au bout de l'enfer, de Apocalypse Now, voire de Platoon. Et de Né un 4 juillet, donc tout ce que Oliver Stone a pu faire et ce qu'avaient fait Cimino et Coppola dans les années 70. Et en fait, une fois que tu as ce prisme-là supplémentaire, ça offre vraiment un truc charmé, et en fait c'est presque une préquelle à Menace to Society, quoi. C'est-à-dire que Menace, c'est vraiment les années 90, filmé pendant les années 90 à Los Angeles, et là t'as l'esprit de la génération d'avant, en fait, et donc cette génération qui a vécu les années 60, une certaine libéralisation des mœurs, mais aussi la guerre du Vietnam, comme on disait, et aussi, car à la même époque, il y a un autre film qui sort de Mario Van Peebles qui s'appelle Black Panthers. Moi, je le découvre en même temps. Et donc en gros je connaissais pas, et juste avant il y avait eu le film Malcolm X de Spike Lee. Donc en fait moi ça m'a permis tous ces films là ensemble de comprendre un petit peu plus la lutte des Afro-Américains, et en gros et ouais voilà, et en fait de comment ça a été décliné ensuite dans le hip-hop, tu vois, parce que finalement le hip-hop du début des années 90, notamment avec Ice Cube, Public Enemy et tous ces mecs là, il est vraiment infusé du discours, même KRS-One, du discours de Malcolm X, des Black Panthers. Et donc moi c'est à travers ces films là que je les vois sur je sais plus à l'époque le satellite, quoi, Canal+. Et donc pour moi je mets du temps à faire du lien avec les frères Hughes, je mets du temps à faire du lien aussi avec Mario Van Peebles, qui est le fils de Melvin Van Peebles, qui est donc un mec hyper important qui nous a quittés il y a pas longtemps. Il y a pas très longtemps, justement, et qui est un mec hyper important, parce que hyper indépendant, qui a réussi à créer une histoire vraiment sur ce que c'est d'être un Afro-Américain dans les années 70, et un peu tout cet esprit Blaxploitation, perdre la Blaxploitation, mais si j'aime pas trop ce terme et tout, aussi, parce que je trouve que c'est un peu bizarre, ça, j'ai un peu plus envie de dire du cinéma afro-américain fait pour les Afro-Américains et qui raconte leur histoire, quoi. Et en fait c'est quand même la base de ce qu'on kiffe, c'est-à-dire le hip-hop, tu vois, le rap, c'est vraiment basé là-dessus. Et ce qu'on retrouve dans ce film, qui est aussi un super hommage, je trouve, c'est la bande-son, qui va être justement le gros succès du film. J'ai vu que ça avait été disque d'or à l'époque, et qu'ils ont même sorti un deuxième volume, tellement c'était énorme. Et, vraiment, ouais. Et dessus, il y a tous mes classiques, enfin, c'est des sons que j'écoute encore maintenant, et là je l'ai revu pour l'occasion, parce que ça faisait quelques temps que je l'avais pas vu quand même, et là me retaper des scènes avec des Curtis Mayfield, des Isaac Hayes, avec des délires avec Keith David qui roule en bagnole, avec des gros sons, vraiment funk, mais aussi soul années 70. Et une super séquence aussi où on voit Al Green qui passe à Soul Train en même temps que Chris Tucker est en train de regarder. Je spoil pas si vous voulez voir le film, mais et il y a beaucoup de visages aussi d'un cinéma de série B, je trouve, de afro-américain. Il y a notamment une des premières apparitions de Chris Tucker.
Parce que c'est la même année que Friday, qui va être un peu son grand rôle, et c'est le moment où Chris Tucker a un rôle pas drôle en fait. C'est-à-dire que il a des phases où il est marrant à la Chris Tucker, mais il est quand même dans un rôle assez sérieux, d'un mec qui va aussi au Vietnam, et qui est vraiment dans un esprit de essayer de s'en sortir aussi, et lui il veut devenir pimp, tu vois. Donc il y a vraiment toute cette énergie de ce qu'on trouve dans les films des années 70, Blaxploitation, que ce soit Superfly, que ce soit Shaft bien sûr, on retrouve cette énergie. Et on retrouve un peu la musique, et on retrouve, mais on sent que c'est mouliné à la version Frère Hughes, Menace Society, tu vois. Et surtout, c'est super bien filmé. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, tu vois. C'est que les Frères Hughes, pardon, voilà, les Frères Hughes à cette période, je crois qu'ils ont 25 ans, ou 23 ans, 24 ans, et la réalisation, elle est incroyable. Ça veut dire que, enfin, je veux dire, en 95, c'est quand même l'année où, genre, il y a Hit qui sort, je pense, de Michael Mann. Ouais. Juste là. Ah bah voilà. On est sur des gros films. Bah, L'Impasse, il est pas trop avant. Je crois que c'est 4-5 ans avant. Donc il y a des gros films de gangsters qui sortent. C'est l'époque de Scorsese, des Affranchis. Donc il y a quand même beaucoup de films de gangsters, voire de guerre qui sortent dans cette période-là. Et je trouve en fait, en termes de réalisation surtout, il est au niveau quoi. Après, je pense que par rapport au fait que ça a pas trop marché à l'époque, c'est justement que c'est une redite un petit peu à l'afro-américaine de plein de films qu'on a déjà vus. Il y a quand même eu Platoon, plein de films dans les années 80 qui ont un peu cramé ce truc, et j'ai peur que ça arrive un peu tard, que peut-être qu'ils auraient peut-être dû le sortir un petit peu plus tôt ou plus tard, je pense. Et en tout cas, je pense qu'il est vraiment important dans leur filmo, et je recommande à fond de le voir, parce que il est étonnant, quoi. Il est étonnant, et il donne envie de regarder plein de films après, en fait. C'est ça qui est cool, tu vois. Il y a le côté vraiment film du hood années 90, très hip-hop, dans la façon de filmer surtout, et la façon de voir les choses, notamment un peu les fusillades, la guerre, c'est hardcore de fou. Et puis les personnages, parce que quand même, leur façon, enfin je crois que j'avais vu que c'est le deuxième film où il y a le plus le mot fuck, après des années 90, après justement Les Affranchis. Je crois que le mot fuck est dérivé et est dit à peu près 262 fois, je crois. Ah ouais. Un film de 2 heures, ça veut dire... Faites le calcul. Ça veut dire serre-toi comme tu veux. C'est assez régulier. Ah ouais, c'est une cadence assez soutenue. Ouais, il y a aussi un autre rôle un secondaire qui est hyper cool, c'est Terrence Howard, qu'on retrouve notamment dans Hustle and Flow, en rôle principal, DJ. Et là, il a un rôle un peu similaire, une sorte de pimp qui traîne dans un billard et qui s'embrouille tout le temps avec... le rôle principal, j'ai encore oublié son blaze. Larry State. Son nom dans le film, c'est Anthony Curtis. Voilà, Anthony Curtis. Curtis, à mon avis, qui fait référence à Curtis Mayfield, je pense. Il y a une petite blague à un moment d'ailleurs où il bosse dans la boucherie là. Dans la boucherie, il demande si c'est s'il est en relation avec Tony Curtis. Et l'autre il fait ah non, bah non, il est blanc et tout. Et l'autre il dit ouais, mais en fait Tony Curtis s'appelle pas Tony Curtis, il s'appelle Tony Schwartz. Donc c'est assez drôle. Moi j'ai vraiment aimé la galerie des personnages, et je trouve que c'est un film qui vieillit bien, tu vois, pour l'avoir revu là. Hier, j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé. C'est l'esprit des années 90, donc du rap qu'on kiffe dans l'image. C'est vraiment un délire, ça pourrait être des clips de rap. Et avec une histoire c'est important que ce soit eux qui l'aient raconté, tu vois. Pour avoir un pendant qui était quand même très, des fois presque redneck sur la vision. Bien sûr. Notamment de Voyage au bout de l'enfer, ça se passe dans une petite ville américaine avec quasiment que des blancs qui vivent dans une Syrie, tu vois. Là, ça donne une visibilité un peu différente. Et puis il y a quand même le New York, Bronx des années 70 et 60, qui est bien dépeint, que j'ai trouvé hyper cool, quoi. Magnifique. Belle réception, j'ai envie de dire. Voilà, ouais, non, franchement, là c'est vraiment très frais dans ma tête parce que je l'ai vu hier, c'est pour ça que je balance énormément de trucs. Non, mais c'est très beau. Moi, j'ai pas vu le film en vérité bon, laisse tomber. Mais en fait, j'ai vu quand j'étais petit. Mon grand frère le regardait, mais j'avais pas le droit de le regarder, donc j'ai vu des scènes. Et j'ai vu des scènes notamment choquantes. Ouais. Ah oui. Alors bizarrement, paradoxalement, Platoon je l'ai vu, mais celui-là il voulait pas que je le voie. Enfin bref, laisse tomber. Big up Bernard, hein. Tu te reconnaîtras. Et effectivement, ce film-là, je le connais parce que tout ce qu'il y a autour, en vérité, ça raconte quelque part même les débuts du hip-hop. Parce que ça raconte les quartiers, le Queens, pourquoi c'est le Queens, l'impact de la guerre du Vietnam.
Surtout dans les populations noires américaines, parce qu'effectivement, on le voyait beaucoup par le prisme blanc sur beaucoup de films, mais là, tu le vois dans les populations afro-américaines, qui étaient déjà dans une souffrance dans leur quartier, enfin bon, avec tout ce qu'on va pas répéter tout ce que tu as dit, mais avec tous les problèmes sociaux qu'il y avait déjà au quotidien. Grave. Les mecs qui vont dans la guerre, où c'est clairement de la chair à canon, enfin, la guerre du Vietnam, c'est l'une des guerres les plus atroces. C'est cata. Petite parenthèse. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que les Américains avaient gagné. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai jamais compris comment ça s'est arrêté. Juste, enfin, on sait pas. Ça, on a l'impression que ça dure des années. T'as toujours un film d'un gars. Ah, il était au Vietnam. Je fais, mais gros, ça dure combien de temps ce truc? C'est un truc de dingue. Hein. Et là, en fait, j'ai vu vraiment l'impact sur le ghetto de la guerre du Vietnam, où moi, j'ai toujours pensé que les mecs qui allaient faire la guerre, les soldats, quand ils rentraient, ils étaient célébrés comme des héros et tout. Non, en fait. C'est ce que tu vois aujourd'hui à San Francisco, où tu vois que tous les anciens GI, ils finissent sous les ponts, SDF et tout. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est une vraie description. C'est même pas une satire, là, pour le coup. C'est assez clair, c'est une vraie description du traitement des soldats par l'armée américaine. Ouais, complètement. Donc déjà, les anciens soldats, c'est compliqué. Bon, si vous êtes ancien soldat noir du ghetto, ça va être encore plus chaud, quoi. Ouais. Et tu reviens et tu as d'autres problèmes. Les petits qui étaient petits, maintenant ils sont grands, ils sont dans la dope, dans la violence, les machins et tout. Toi, t'arrives pour le boulot, enfin... C'est un film triste, en vérité. Ouais, de fou. Et triste. même la fin... Moi, la fin, moi, on va pas le truc, mais vraiment, c'est une fin qui est surprenante, en fait. Parce qu'elle n'est pas explosive. En fait, ce qui peut porter à confusion, c'est qu'on a l'impression que ça va être un film de braquage. Parce que tout est basé sur la communication. Il y a cette fameux délire des peintures de guerre, qui est un peu le truc dont tout le monde se rappelle de ce film. Même les gens qui n'ont pas forcément trop vu le film, ils se rappellent de ça. Parce qu'on l'a revu dans des clips, parce que c'est les pochettes, les visuels ont été vachement repris. Et en fait, c'est 15 minutes du film. Et d'ailleurs, on n'a jamais compris pourquoi il s'était peint le visage. En vrai, je pense que c'est une signature. Hein. Ouais. Ne pas mettre de cagoule, ne pas mettre de bandana. Ouais. Et en mode c'est des peintures en fait qui faisaient quand tu regardais quand c'était à la guerre du Vietnam, mais c'était plus foncé. Ouais. Que là ils ont dit bon on va se mettre en blanc, on va noircir les yeux. Ouais. Et peut-être que je sais pas, peut-être que c'est un clin d'œil aussi à The Warriors, je sais pas. Ouais, moi je pense qu'il y a peut-être un peu de tout ça, mais pour le coup c'est vrai que c'est peut-être ce que les gens allaient attendre et t'as quelque chose de beaucoup plus complexe. Et ouais, la fin, c'était c'est surprenant, ça te fait comme un petit coup de... Je sais pas comment dire, parce que c'est pas non plus un cliffhanger de fou, mais c'est hyper pessimiste sur cette génération-là. En fait. C'est malheureusement la réalité. Ouais. Parce que, effectivement, tout c'est en 2021, tu vois. Les problèmes qui sont dépeints dans ce film, c'est encore des problèmes qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Ouais, fort. Tu vois, parce que la situation des ghettos américains n'a pas spécialement évolué. J'essaie de jamais faire de parallèle avec la France, parce que c'est encore une autre histoire, c'est encore un autre mécanisme et tout. Quand même plus violent dans le fond, je pense. Bien sûr, ils ont tous des armes et tout. Là-bas, c'est carrément autre chose. Mais ce truc qui se passe entre la guerre et entre le hip-hop, parce que c'est le sujet qui nous intéresse nous principalement, ça décrit en vérité comment les rappeurs qui nous ont fait grandir, pourquoi ils n'ont pas eu de père. Pourquoi leur père n'est pas là, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi certains quartiers sont construits comme ça, pourquoi des termes, des façons de faire. Et en réalité, tu te rends compte que cette guerre, elle a eu un impact mais incommensurable sur la culture américaine. Ah ouais, complètement, sur leur société. En plus, ça va en même temps sur la lutte interne de toute la population, notamment jeune, contre l'établissement, enfin tu vois, un peu comme on l'a eu en France, de manière un peu différente, mais à la même époque avec mai 68, tu vois, de complètement rejeter quelque chose de très puritain, très bloqué, avec beaucoup de plafonds de verre pour toutes les communautés en fait. Et en France, on a un petit peu réussi à le faire. Aux États-Unis, c'est resté dans le truc. Pourquoi ? Parce qu'aussi, eux, ils avaient la guerre froide en même temps.
Et donc le FBI et tout ça, ils avaient les pleins pouvoirs pour niquer les communistes en gros, parce qu'eux ils avaient peur que les communistes viennent chez eux et enfin ils étaient là en mode nous on veut sauver la liberté, donc on va niquer votre révolution. mais en fait tu te rends compte que ça a créé une ambiance vraiment d'après-guerre entre les années 60 jusqu'à presque les années 90, j'ai envie de dire, qui est insupportable pour 90% des gens les plus pauvres en fait. Et je trouve ce film, il explique ça tout en étant un film divertissant. Enfin, c'est-à-dire que t'as des personnages qui sont hyper intéressants, t'as des belles trajectoires, t'as aussi tout un début de film qui est assez coming of age, comme on dit, genre, tu vois, des jeunes qui grandissent, t'as des premières expériences sexuelles, t'as des blagues entre potes, de qu'est-ce qu'on fait après l'école, que tu pourrais retrouver un peu dans n'importe quel type de génération et dans n'importe quel type de film en fait, donc ça c'est hyper cool aussi. Et comme tu dis, en vrai je pense que le film s'arrête pile au moment où commence le hip-hop quoi, parce que ça s'arrête à peu près au milieu des années 70 et en gros c'est là où commence à y avoir les premières parties et justement cette grande légende qui veut que le rap et le hip-hop se soient créés sur les tensions entre les gangs et entre tous la criminalité qu'il pouvait y avoir, en disant genre ok vas-y on prend ça et on le retourne, on va en faire un truc positif. Bah ça en fait c'est presque le préquel de cette histoire quoi. De qu'est-ce qu'on fait après tu vois. Et donc je trouve que c'est un bon film pour ça vraiment. Et ce qui m'a un peu interloqué tu vois, c'est que 88% des personnages qu'on retrouve dans ce film, on les a pas retrouvés dans un film peu de temps après tu vois. Par exemple pas tous les rôles principaux finalement, à part Chris Tucker, mais qu'on a mis quand même dans une case de genre il fait toujours le même rôle de faire des blagues. Les autres sont quand même restés très longtemps des seconds rôles, alors que je trouvais d'ailleurs il y a Cléo aussi là, qui est un peu fou, celui qui coupe une tête là. Ah lui j'ai oublié qui c'est, il est dans le clip de Jadakiss, comment il s'appelle le clip là, le clip avec Ned Dogg, Time's Up. Time's Up. Ouais. Il est dans le clip, j'ai oublié qui c'est. Ah lui c'est un acteur récurrent, je sais qu'il est très proche du rap pour le coup, on le voit régulièrement. C'est Bokin Whitbine. Voilà c'est ça. Bokin Whitbine, le fils du pasteur. Ouais c'est ça. Et il y a trop des bails, il ressemble un peu à, il y en a plein qui pensent que c'est Dave Chappelle à un moment. Ouais, il porte à confusion un peu. Il faisait des blagues avec Dave Chappelle, il faisait exprès de faire ça, c'était assez drôle. Et lui je trouve que c'est un acteur exceptionnel, pareil pour Kiss David, et je trouve qu'on les a toujours laissés dans des rôles un peu, des seconds rôles tu vois, alors qu'en vrai c'est des tueurs tu vois, dans le film tu vois que tous les acteurs sont vraiment bons, ce qui est pas toujours le cas dans des hood movies. Ah tu vois, oui, effectivement, il y a des films où des fois le jeu, ils ont dit vas-y viens toi. Ouais tu sais, où il y a 3-4 acteurs qui sont bons et le reste c'est un peu le bordel. Là franchement le casting il est très sérieux, très fort. Il est vraiment très fort. Mais les retombées économiques de ce film, est-ce que c'est un film qui a marché? Je saurais pas vous le dire. Alors, j'avais lu que c'était pas un carton, mais que c'était rentré dans les clous. Mais qu'ils en attendaient beaucoup plus, parce que apparemment Menace to Society avait cartonné, la BO aussi. Il y avait eu énormément d'espoir sur un prochain film. Tout le monde disait que ça allait être Menace to Society en plus grand, quoi. Et je pense les gens étaient un peu déçus du plot global du film, tu vois. Ils pensaient pas que ça allait être un film qui allait se passer dans les années 70, que ça serait forcément un truc comme ça. Et comme moi je disais au début, je pensais vraiment pendant très longtemps avant de l'avoir vu. Tu sais, tu voyais les jaquettes là, tu disais ouais, les frères Hughes, Menace to Society, Boys in the Hood, John Singleton, tu pensais qu'ils allaient tous faire des films avec des gangsters, tu vois, très hip-hop et tout. Mais ça aurait été peut-être même plus simple pour eux. Bah oui. La facilité, il aurait pu faire. Il fait un Menace to Society 2.0 dans le Bronx. Un peu différent. Qui parle des trucs des années 80, en plus c'était l'époque où il y avait New Jack City, où il y avait moyen de faire une story un peu dans cet esprit-là, il y avait de la place pour, tu vois, puis avec l'essor du rap, 95, c'est le moment où le rap est exceptionnel, tu vois, ils auraient pu faire les histoires qu'on a maintenant, en fait, c'est-à-dire toutes les histoires d'Harlem, tout ça, il aurait pu en faire un film, tu vois. Bah non. Et donc je pense que c'est ça qui fait que dans la tête des gens, ça a été un peu un flop. Et il a longtemps eu des mauvaises critiques, je pense, du fait que on n'a jamais compris quelle était vraiment la position du film. Il y a plein de gens qui s'attendaient à un film de gangster, un film de braquage. Le côté, en fait, c'est un film de guerre, ça n'a pas été trop mis en avant, donc les gens ils étaient un peu du père avec ce truc. Et alors que d'ailleurs, je trouve que c'est un des premiers films à mettre en avant
le lifestyle de vétérans, tu vois. Ouais. Après, tu vois, justement... Avec les vestes kaki, tout ça, ouais. Si. Ouais. Bien sûr. On en parle souvent. On en parle souvent, ça. Ouais, franchement, le rôle principal, après, il est en mode bonnet noir, veste kaki, et donc il continue. Gants en cuir et tout. Ouais, voilà. Si. Donc il y a le délire un peu gangster, mais avec ce truc de je suis un vétéran de la guerre, ouais. Et ça, je trouve, c'est une des premières fois dans un film où je le vois, ce truc matérialisé. Et après, bah, justement, Jadakis, toute cette équipe-là, The Lox, ils vont vraiment prendre ça à bras-le-corps, DMX et tout. Après, ce sera avec les cuirs et tout ça. Ouais, carrément. CNN, frérot. Tous les mecs du Queens. Ouais. Le Queens, c'est. Queens, ils vont le military. C'est abusé. Ouais, en fait, Prodigy, tout ça dans Survival of the Fittest. Ouais. C'est ça. En fait, nous, tu vois, bon, on est tous des kiffeurs de rap ici et tout. Ouais. Tout le Queens, là. Mais c'est Tout le côté military. military. En fait, nous, on pensait que c'était juste un truc de mode et tout. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser que je me suis rendu compte que non, en fait, c'était les vétérans de la guerre, de machin, de Ouais, ceci, mais de il y a cela, des quartiers dans le Queens, en fait, qui ont été construits pour les anciens Marines. Quand vous revenez, si vous avez machin, on vous met dans les cités Ouais, on vous HLM, parque dans les- Queensbridge. Queensbridge, c'est le plus grand complexe de logement, on va dire, HLM des States, d'Amérique du Nord même. T'as Queensbridge, t'as le Frac, tout ça c'est dans le Queens. On va dire, les anciens Marines, ils sont plus centrés en fait dans le Queens, un peu à Brooklyn, un peu Bronx, etc. Dans les quartiers dans lesquels où voilà la communauté afro-américaine est quand même assez bien représentée. Mais le Queens en particulier, c'est vraiment pour les anciens Marines. Et tu le vois dans le rap. Quand tu vois CNN, ils font un album de War Report. Ouais, Dois-je traduire le... Tu vois? Mais de toute façon, ça fait. Regarde la pochette de The Reunion. Quand j'ai envie de dire. Bah oui, tu regardes la pochette de The Reunion. Quand ils disent que voilà, l'autre c'est un mec de Queensbridge, Noriega c'est un mec de Lefrak. Et quand à chaque fois dans tout le CD il dit Irak, moi je viens d'Irak. C'est leur référence. Ouais, c'est les références de guerre et tout. Et ce film-là, il. Bah ouais, il est pile dans cette période. Il y a aussi une grosse partie du Wu-Tang après qui était parti en mode méga military. Il y avait carrément un groupe qui s'appelait Kill Army, quoi. Du Wu-Tang. Donc les mecs étaient quand même méga chauds. Et c'est pareil, il y avait vraiment cette énergie-là que je trouve, on retrouve vraiment dans ce film. Et vraiment, ça m'a marqué pour le côté vestimentaire, quoi, le côté lifestyle qu'il y a dans ce film. Je me dis putain, c'est peut-être la première fois où je le vois vraiment. On le voit aussi un peu aussi dans le film Black Panthers là que j'ai revu aussi pour l'occasion, qui sort la même année et en fait qui qui réactualise le style des Black Panthers, tu vois. C'est-à-dire que t'avais l'habitude de le voir mais dans les trucs des années 60, années 70, donc un style qui était quand même un peu vieillot, tu vois, dans la façon. Et là, on voit que c'est remis au goût du jour années 90, donc remis dans l'inconscient collectif. Rap quoi, et donc on le retrouve après dans les clips et tout. Je pense que ce film il joue à ça. Après, il y a un côté où au moins les mecs n'ont pas oublié entre guillemets leurs origines. Et ça permet, de par le vêtement ou de par leurs expressions, de retracer un petit peu leur histoire, tu vois. Parce que aujourd'hui encore, t'as des mecs qui mettent du military, nous tous on a des sapes military et tout. T'es capable de l'expliquer pourquoi. Ouais, parce que la guerre, les anciens gars qui sont venus du Vietnam et tout. Et moi, il y a un truc que, bon, comme je vous ai dit, les scènes que j'ai revues quand j'étais petit, notamment les scènes de guerre, moi je me souviens, ça m'a, je vais pas dire traumatisé parce que le terme est trop fort, mais quoique, comme j'étais jeune quand j'ai vu ça, quand tu vois des corps en charpie, tout ça, des trucs militaires et tout, non, c'est... faut être accroché. Et là, en fait, tu vois vraiment la guerre, comment c'est, et surtout que, un truc très important qu'il y a eu dans tous les films de guerre comme ça, c'est que la manière dont ils déshumanisaient les Vietnamiens. De ouf. C'était même pas, on les voyait rarement, ou quand on les voyait, c'est des sauvages avec trucs, en plus, beaucoup de kamikazes, enfin, les mecs, c'était même pas des êtres humains, t'as l'impression que, tu prends Predator ou truc, c'est limite, ils se battent contre la même chose, quoi. Et une fois de plus, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que moi je l'ai pas su pendant très longtemps, en tout cas quand j'étais jeune, les Américains ont perdu en fait. Ils se sont barrés. Ils ont dit bon, c'est bon. Ils ont dit bon, on lâche le faire, allez ciao. On aurait pu gagner, hein, mais bon, on y va parce que ma mère elle m'appelle. Enfin, tu vois. Mais moi c'est ce côté où déshumaniser les gens, les Vietnamiens,
en mettant des soldats qui étaient américains, enfin afro-américains, mais ces afro-américains, quand ils rentraient au truc, eux-mêmes, ils étaient déshumanisés par la société américaine. Donc, carrément, on leur disait même que c'était pas la vraie guerre. À la fin, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, oui, moi, le juge lui dit quoi? Il dit, moi, j'ai fait la vraie guerre, j'ai fait la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Ce que vous avez fait, là, le Vietnam, là, c'est pas une vraie guerre. Tu te rends compte? Après, t'as risqué ta vie, ta truc. On me dit ça. J'ai pas réagi comme ça et tout après cette guerre, donc je vois pas pourquoi toi tu le ferais. Et c'est un blanc et tout. En plus, encore un petit clin d'œil à Apocalypse Now, parce que c'est Martin Sheen qui joue ce juge, qui joue le dernier truc, qui est genre le rôle principal dans Apocalypse Now. Donc ils sont vraiment allés loin dans les références, tu vois. Et c'est cette fameuse scène qui est incroyable, c'est qui est genre vraiment où tu vois que bah le juge représente les États-Unis et il dit en gros t'as pas fait assez pour ton pays, alors que le mec il a risqué sa vie. Et puis il a vu des atrocités, il fait des cauchemars la nuit. Des fois il revenait avec des maladies, des trucs. Et on lui dit en gros, bah t'aurais pas dû péter les plombs après quand t'es revenu. Alors que c'est un juge qui dit ça, qui a dit qu'il a fait la guerre, mais après le gars, et sa vie elle était tranquille, tu vois. C'est post-traumatique. Voilà, des chocs post-traumatiques. Parce que, bah, de toute façon, on le voit aujourd'hui, maintenant c'est quelque chose qui est assumé, reconnu et tout. C'est que après la guerre, les mecs ils reviennent. Mentalement, leur esprit, ils sont cuits, quoi. Puis leur référentiel, il est différent de toute façon. Quand tu joues ta vie tous les jours, que tu vois plein de potes qui meurent et tout. D'ailleurs, il y a une scène qui est aussi assez folle quand il revoit ses parents. Sa mère, elle est un peu, tu vois, elle lui dit ouais, dis-nous si t'as pris de la drogue, on sait ce qui se passe, faut que tu nous dises, on peut t'aider et tout. Il fait non, j'ai pas pris de mauvaises habitudes, j'ai pris une seule mauvaise habitude, tuer des gens. Tuer des gens, ouais. Et j'ai dit juste ça. Punchline. Ouais. Et il y a très souvent des scènes comme ça, et après il y a un fond du noir. Et franchement, j'ai trouvé que la réalisation était vraiment bien pour ça, tu vois. Ouais, parce que ça laisse le temps de... Ouais, de prendre un peu le truc et d'assimiler aussi les personnages, les relations. Je trouve sa relation avec sa meuf, Juanita, elle est bien écrite aussi. L'histoire aussi des pimps, en fait. Juste les autres qui sont restés ont décidé de pas y aller en leur disant t'es un bouffon, pourquoi t'es allé là-bas, tu vois. Et qui, en fait, stigmatisent un peu ces mecs qui sont partis à la guerre en leur disant c'est de ta faute, t'aurais pas dû y aller, nous on est resté, tu vois. Et au final, on s'est occupé de ta femme, en gros, tu vois. Et donc lui, en fait, il est dans un étau où il se dit putain, mais j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour être moi. Et on me fait comprendre qu'il y a de la place pour moi nulle part, tu vois. Et même à travers ma propre communauté, parce que finalement, il se fait... on lui propose des trucs pourris, on lui propose des plans, de ce braquage, qui est pas ouf, tu vois. D'ailleurs, il est catastrophique, le braquage, vraiment, pour te dire. C'est le pire braquage que j'ai vu de l'histoire. Vraiment, tout est nul, vraiment. Lui-même, il le dit, hein. Il dit, mais depuis le départ, c'était n'importe quoi. Il le dit. Parce que c'est pas des gangsters, en fait. C'est juste des mecs qui essaient... Il y a plusieurs fois dans le film où ils disent... on fait des combines en fait, on essaye de s'en sortir, tu vois. Tous les personnages, et n'importe lesquels, ils te le disent. À part le boss des pimps là, Cutty, qui a l'air d'être un horrible personnage. Ça aussi, je trouve ça cool parce que quand même, dans l'inconscient collectif et dans les films des années 70, les pimps avaient quand même une image violente mais cool. Et là, les pimps dans ce film, c'est des horribles personnages. C'est Terrence Howard, c'est un débile. Chris Tucker, il dit qu'il veut le devenir, et finalement, il se rend compte qu'il n'arrivera jamais à le devenir parce qu'il n'a pas cette force d'être méchant, quoi, tu vois. Et Cutty, le méchant du film, en fait, c'est Clifton Powell, il s'appelle. C'est le plus gros méchant du film, c'est lui, en fait. Donc, ça change aussi un peu, je trouve, l'inconscient collectif sur qui sont les gentils et les méchants dans ce genre de film, tu vois. Et ça me plaît parce qu'effectivement, moi, ce côté, bon, c'est de la faute de Snoop. Ce côté, les pimps, c'est génial, pimp, PAMP, tout ça. Les mecs, c'est des proxénètes. C'est quand même chaud, tu vois, en vérité. Ouais, et puis, en fait, dans les films des années 70, genre Superfly, par exemple, Superfly, il est pas cool, le frère. Tu vois, il est méchant, il parle mal à tout le monde, c'est un horrible type. Sauf qu'il explique pourquoi c'est un horrible type, tu vois, et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc tu comprends le personnage, même si, bon, t'as pas envie de le kiffer. Tu valides pas, mais bon, tu comprends. Mais après, plus tard, dans les années 90, comme tu dis, on a un peu sublimé le truc, on l'a rendu même un peu cartoonesque, tu vois, en disant genre, ouais, il est stylé, il a des petites bagues, des machins et tout. Et en fait, je trouve que dans ce genre de film, et pas mal dans les films, mes frères Hughes d'ailleurs, je trouve, il y a une certaine morale quand même de remettre, tu sais, qui est quoi, tu vois. Et c'est bien en fait qu'il y ait de glorifier potentiellement des gangsters, mais c'est bien aussi de glorifier des mecs qu'on en chié
et qui sont allés faire la guerre, qui sont revenus, qui ont galéré pour des trucs, et qu'on se rend compte qu'en fait, bah, c'est eux les vrais perdants du début à la fin, en fait. Et c'est eux les héros, tu vois. Plusieurs fois, il dit, tu vas jouer ton truc de héros de guerre. Il fait, non, j'ai même pas la place pour le faire, tu vois. Et ça, je trouve que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui mériterait d'être avec, quand on parle des grands films de guerre, tu vois, à chaque fois, on sort Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Platoon, Oliver Stone, ils en a fait au moins 5. On pourrait au moins citer Dead Presidents. Tu mets pas Tropical Thunder dedans avec, Si, tu peux, mais je le mets fort, moi, Tropical Thunder, j'adore ce film, il est incroyable. Mais je trouve que par rapport à tout ce qui a été fait justement à partir du début des années 80, parce que bon, 79, je considère que c'est tout ce qui a été fait dans les années 80, je trouve que Dead Presidents, il mériterait d'être au moins dans cette liste des films. Parce que c'est pour le côté black américain et les conséquences que ça a eu. Ouais, et puis il est structuré comme un peu tous ces films-là, tu vois, qui ont marqué l'inconscient collectif des gens, tu vois. Voyage au bout de l'enfer, c'est souvent un des films les plus importants pour les gens. Apocalypse Now, j'en parle pas. Platoon, moi c'est pareil, je l'ai vu tôt. Je kiffais ce film parce que je trouve qu'il offrait vraiment, je sais pas, une vision hyper dure du Vietnam, tu vois. Pour le coup, là, c'est très explicite, très clair. Ouais, c'est une sorte de journal. C'est un journal quotidien d'un mec qui débarque et qui est complètement perdu. Et tu suis le gars et tu vois aussi comment les mecs deviennent fous. Tout simplement, en fait. Le truc, c'est que tu te demandes, toi, dans quel état tu serais revenu. Parce que c'est des mecs plutôt solides qui vont là-bas. C'est pas des. Voilà, les mecs qui vont à la guerre, voilà, tu vois. Ils reviennent, les mecs, c'est des mecs qui pleurent tout le temps et tout et tout. Je me souviens, ils reviennent avec des maladies, ils dorment pas bien la nuit et tout. Mais tu sais que, alors que c'est marrant, une petite digression, bon, comme d'habitude. Parole véritable. Toujours. On va toujours dans tous les sens. Toujours. Et John Kerry, sa femme, pendant la campagne présidentielle, elle disait que le nuit il se réveille, il crie, il pleure, la guerre et tout et tout. Il se souvient de la guerre du Vietnam et tout et tout. John Kerry, c'était en 2008. Enfin, non, avant. Non, c'était McCain en 2008. John Kerry, c'était en 2004. 10 ans après le film. Tu vois ce que je veux dire 10 ans après le film, mais là, le Vietnam, c'était en 74, le truc, tu vois ce que je veux dire. 70, milieu 70. Tu vois ce que je veux dire. Donc, le mec, il a encore ce trouble-là. Donc, imagine les mecs qui reviennent, en fait. C'est for life. Puis, ils reviennent, ça, comme tu dis, les pimbs, les machins, tout a changé et tout. Et il faut faire de l'argent et tout et tout. Et les mecs, c'est pas des vrais méchants, donc ils montent un braco tout pourri et ils sont gaulés. Ils veulent juste s'en sortir. En vrai, la phrase la plus vraie, tu la vois sur la cover. They risk everything for the ultimate score. En vrai, ils ont tout risqué pour avoir la somme qui aurait peut-être pu leur permettre d'être mieux. Et encore. Tout simplement. Et encore. On parle de quelle somme? C'est ça aussi, tu vois. Ah non, si, je crois qu'il y avait 500 000 $ qu'ils ont réussi à récupérer. 500, mais en vrai, en termes de... Gars, c'est une chaîne aujourd'hui. Non, mais attends. En termes monétaires, c'était une grosse somme qu'ils ont pris. Mais tout le monde est mort. Ouais, c'est ça que je veux dire. Tout le monde est mort. La sœur à Juanita, bon, on va pas spoiler. On spoil fort. Voilà, bref. Bon, je parlais de comment moi j'ai reçu le film. En vérité, moi je suis allé chercher. Je vois, il y a Smokey de Friday et il y a O-Dog de Menace Society. Je me suis dit, c'est un vrai film, ça. Je suis allé voir direct. Il y a beaucoup de films comme ça. Tu les vois dans des clips, tu vois vraiment. C'est le clip de quoi, ça? Voilà. Ça, tu vas chercher et tu te rends compte en vérité que, au-delà de tout ce dont on a parlé, la guerre, etc. et tout, c'est un film qui a eu une influence terrible sur le hip-hop. C'est l'histoire du hip-hop. Terrible. Parce que comme tu disais Nemo tout à l'heure, en vrai, la fin du film, c'est pendant les débuts du hip-hop. C'est-à-dire tous ceux qui sont au quartier, qui galéraient dans les Bronx, les machins et tout, c'est les enfants de ces gens-là, en fait, qui ont fait le hip-hop. Déjà ça, il y a beaucoup de codes, en fait, qui sont repris aussi de ce film-là. Le maquillage, tu le vois dans des clips, tu vois même dans certaines pochettes d'albums. Moi, je me rappelle d'une cover de mixtape de Jay Mills, qui s'appelait Dead President aussi, où il a exactement fait le même maquillage, exactement fait la même tête que Larenz Tate sur une des covers du film, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a ça, les morceaux qui sont joués dans le film, c'est des morceaux qui ont été samplés pour des sons en fait de hip-hop qui sont iconiques. De ouf. Un James Brown, Payback. Bon, James, de toute façon, c'est le mec. Non, mais dans l'hip-hop, c'est lui le plus en termes de sample. James. L'année de la sortie du film, Can't You See, Total featuring Biggie, c'est le sample. T'as qui encore? T'as l'autre là, Kendrick, King Kunta.
qui sont The Payback. T'as ça. Il y a un truc, je vais pas le dire tout de suite parce que sinon je vais tuer le suspense. Mais je vais parler d'un deuxième sample, le morceau Keep on Pushing de The Impressions. Le trio là, ça a été samplé par Bun B. Un son qu'il a fait avec Scarface. Voilà. Qu'il a fait avec Scarface et Young Jeezy. Il y a ça. Clou du spectacle. Roulement de tambour. Non, pas besoin. The Look of Love. Isaac Hayes. Jay-Z Can I Live. Non, on voit un peu. Jay-Z Can I Live. Sachant que dans le même album Reasonable Doubt, il y a un morceau qui s'appelle Dead President. Mais je vais y revenir. Je vais y revenir. Dead President 2 même. Les Navirators, les Avengers. Non mais là, il y aura un vrai combat là. Là, j'ai une vraie polémique par rapport à ça. Mais en fait, ce sample-là, pour moi, il est terrible dans le sens où, déjà, c'est Isaac Hayes, déjà. Et il y a une scène à un moment où il se réveille la nuit et tout. Et il se lève, il regarde par la fenêtre. Et c'est ce sample-là, en fait, qui joue. Ouais. Il regarde par la fenêtre, il pleut. Le sample a été repris par Ashanti. Rain on Me. Incroyable. Incroyable. On va vous manger, prenez cette nourriture, savourez, dégustez. Voilà, ça. Mais ouais, Dead President, même faut qu'on revienne aussi sur l'origine du slang. Dead President, je sais pas si c'était avant ou après le film, mais Dead President, les billets. Dead Prez, t'as aussi le groupe de rap. Exactement. Et Dead President, la phase de Nas dans The World Is Yours, qui a été reprise par Jay-Z pour le morceau Dead President. Sachant qu'en plus, cette phase-là, Jay-Z voulait que Nas vienne la faire dans le morceau. Ça s'est pas fait, tout ça. C'est potentiellement faire un couplet même. Ouais, il devait faire ça, mais ça s'est pas fait. Maintenant, le truc, c'est quoi? Et c'est là où la guerre entre les Nazirators et les Avengers, là, faudra parler dans les commentaires. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Jay-Z reprend le truc, il le met maintenant en refrain dans son morceau. À l'époque, Nas, son manager, c'était MC Search. Ils vont pour négocier et tout, des mandages, ils arrivent, machin. Bon, vas-y, on prend le truc. Vous voulez combien? Il a dit non. On veut des points. On veut pas l'argent. On veut des points. Les mecs, ils avaient déjà ce... Mais c'est là où, toi, t'es un Avenger, tu vas être fâché, mais je te dis. Non, mais je te préviens. Là, s'il fait pas les bruitages, il sait pourquoi. Je te préviens. C'est très important dans le hip-hop, ça. Déjà parce que Dead President, en même temps, c'est un espèce de hustler anthem. Et même si on parle de la chose... On parle de l'argent, du nerf de la guerre. On parle du dieu des Amériques, l'argent, voilà. Le dieu argent, donc bon. Ça déjà, et c'est très important aussi, pourquoi? Parce que quand MC Search, il dit ça, il fait faire à Nas un move incroyable. Nas a des points sur un morceau de Jay-Z. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de Jay-Z qui appartient à 25% à Nas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, les Avengers? Alors... Non, mais qu'est-ce que... Alors moi, ce que je peux dire, c'est que c'est Jay-Z qui signe Nas sur Def Jam. Ah, mais tu crois que j'ai pas préparé? Tu crois que j'ai pas préparé cette réponse? Bon, voilà. Mais moi, je vais te répondre. Je vais te répondre tout de suite. Je vais te répondre tout de suite. Jay-Z, il a été président de Def Jam pendant combien de temps? Non, quelques années. Pendant 2 ans. Ça veut dire qu'il a été président de Def Jam juste pour Hip Hop Is Dead. Et toute la carrière de Nas, là, des 15 albums qu'il a sortis. Sur un album, c'est ça votre argument? Sachant que Jay-Z l'a signé chez Def Jam. Il a pas signé chez Rockefeller. Donc à la base, il est pas chez lui. Mais lui, Nas, il a une partie du catalogue appartient. Qu'est-ce que vous allez dire pour votre défense, monsieur? Non, mais il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Nazirator, négueuse. Je te dis. En fait, voilà. Il veut pas mettre les bruitages, il sait. Arnaud Automatique, il lui a envoyé, il sait très bien. Voilà, c'est bon. Il sait. C'est bon, voilà. C'est bon. Il fallait le dire. Et puis il y a des témoins oculaires. Voilà, fallait le dire. Non. Le move est incroyable, il n'y a aucun problème. Total. Le move est incroyable, c'est au début de leur carrière et tout, ils ne savaient pas. Il a même pas reposé en plus. Tu vois en plus, pour l'argent, pour le prix, pour ce prix-là. Horrible. Mais après, le prix de rentre dans la pièce, signe là, paragraphe ici, paragraphe truc, c'est intéressant aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Aujourd'hui, Nas, même si demain son catalogue à lui ne lui appartient pas, il a le catalogue à Jay-Z. Enfin, il a quelques points sur un morceau. Il est propriétaire. Calmons-nous. Là, tu dis ça. Mais est-ce que Jay-Z là? Il n'a pas.
Après, le catalogue de Nas, c'est peut-être moins intéressant que celui de Jay-Z. C'est pas grave. Merci. Oui, mais, Non, mais en fait- il a. C'est vrai. Fred Frenchy, dédicace à toi, ça, c'est à cause de toi, ça. Non, le truc, c'est que les Nazirators se contentent de peu. Des petites miettes comme ça, des petits trucs et tout. Toi, On tu leur veux- laisse cette victoire, on leur Non, laisse rien. si c'est bon, si c'est... Arrêtez. Grand bien vous fasse. On j'ai envie a de vu vous dire, votre mon- gourou se mon mettre cher sur monsieur. Instagram, 48 heures, il a quitté. On sait, on a vu. C'est fort, ça. Voilà. C'est génial. Je viens sur Instagram. Ah, tiens, c'est sur Instagram. 2 millions en 48 heures. Il suit Beyoncé. Beyoncé, il ne suit que lui. Bon, 2 allez, millions en 48 Je me heures. casse. 2 millions en 48 heures. Pour faire la pub Il a dit d'un c'est bon, film, c'est fini. Bah, j'ai envie de le voir maintenant. Non, mais laisse tomber. Bref, Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, dans le hip-hop, Dead President, il est super important. bien sûr. Le film, le terme, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peu un film auquel on donne pas ses fleurs en réalité. Parce qu'il est pas cité plus que ça. Je pense Non, que les franchement. Quinry, oui, mais en France, on pas plus que ça. Ah, même les carrés. Tu sais, les carrés, leur culture. Si, Dead President, il est filmographique, respecté. Oh, attention. Moi, je pense qu'au State, on respecte plus ce film. Ouais, tu vas avoir des mecs ouais. de notre âge ou plus vieux. Mais Qu'est-ce tu vas que je t'ai avoir dit des au mecs début Il y a Odog dans le film. Ouais. Il y a Smokey Oui, oui. dans le film. Il y a des acteurs, le casting, on s'en rend pas compte, mais le casting, il est fou. Bah, il y a la grande sœur de Fresh. Celle qui joue le rôle de la sœur de Ah, Juanita. c'est vrai. C'est la grande sœur de Fresh. Ouais. Donc, non, dans le hip-hop, c'est trop important. Black Panther et tout. Ah, il y avait Bah oui. il y avait tout le monde. Hein. Mais il y avait c'était du monde. vraiment, tout le casting parfait des années 90. Mais en fait, ce qui est marrant, ce que Attends, t'as dit, c'est exactement ça. Lucius, dans Power, c'est Terrence Howard. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Silent Flow. Non, mais il y a vraiment tous Vraiment, les bah oui. personnages importants de... Mais j'ai l'impression que j'allais dire une troupe. C'est pas la troupe plus splendide. Hein. Mais t'avais une troupe, t'avais une troupe d'acteurs noirs américains Ouais, que tu ouais. voyais dans tous les films tout au long de Bah, début des années 90, en tout cas, c'est le moment où vraiment se crée un peu un nouveau... Une élite. Ouais, voilà. Ah, Il y a plein de nouveaux acteurs, jeunes acteurs, et ça va aussi, à mon avis, avec l'essor du rap à ce moment-là, et donc une plus grosse visibilité, surtout dans tout ce qui est visuel, quoi. Donc bien sûr. les clips, les films, il y a une grosse demande, c'est plus facile aussi de parce que, faire en ce plus, genre de maintenant, choses. Pour le coup, maintenant, il y a des réalisateurs noirs et tout. Ouais, ils parce mettent que, en avant. en fait, moi je me rendais pas compte à ce moment-là, mais John Singleton, Boys in the Hood, ça a quand même été à Cannes. Ouais. Menace Ouais. Society, c'était un film qui était vachement récompensé dans les festivals, parce que les gens se disaient, ah, ça y est, il y a une nouvelle parole, il y a un nouveau truc, et c'était avant Tarantino, enfin tu vois, avant que ce type de film soit mis en avant, quoi. Donc ils étaient en face de Scorsese, de Palma, et puis pouf, t'avais John Singleton, quoi. Premier film à Cannes, il y a une fameuse photo que j'ai retrouvée il y a pas longtemps où tu les vois à Cannes avec Ice Cube. Ouais. Sur la croisette, là, en train de faire des Ouais. synagogues et tout. Et tu te dis, Avec les putain, frisettes 91. NWA. Ouais. Ouais. Incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est fort, c'est fort. Tu sais qu'on a parlé des acteurs noirs, mais les acteurs blancs aussi. On a parlé sûr. tout à l'heure de Martin Sheen. Ouais. Mais il y a aussi Michael Imperioli. Et ouais. Chris dans Les Sopranos, le neveu de Tony Soprano. Ah oui, 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 ils ont fait des... Et même Paulie des Sopranos aussi, il est dans le film. Il joue le Ouais. rôle d'un policier. Ouais. Quand il vient d'attraper, on va pas spoiler. Non, non, mais ouais, c'est le incroyable, en casting, vrai. Ouais, il est vraiment, sérieux. Il y a des gueules. Il y a des Ah gueules oui, qu'on oui. voit souvent. Voilà. Effectivement, avec un casting comme ça, t'es en droit d'en attendre un peu plus. Ah ouais. en termes Après, de- tu vois, il y a un film, par exemple, en France, qui, à mon avis, a plus cartonné, alors que il est moins bon. C'est Les Princes de la Ville. Qui est un peu dans le même genre. C'est-à-dire Ouais. que c'est un film qui prend des jeunes dans un quartier, là qui est plutôt hispanique, quoi, à Los Angeles, et qui va les voir grandir et voir comment ils rentrent dans un gang ou pas, à la prison, etc. Tu vois, c'est un film en soi qui est beaucoup plus long et à mon avis moins bien en termes de qualité, tu vois, mais qui a énormément marqué les gens en France. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il passait plus à la télé ou au fait qu'il y avait plus de Visuellement, de je sais pas, mimétisme, peut-être. tu vois, avec je pense qu'en vrai la France a été plus en accord avec la Californie, je pense, parce que ça ressemblait plus au style de vie, tu vois, c'était des maisons, c'était un peu différent et tout que New York, je sais pas, tu vois. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi le fait que, tu vois, l'autre, ce fond de guerre Ouais, de peut-être. Vietnam et tout et tout. Ouais, les gens, c'est trop loin. Genre, si tu dois avoir vu un film Ouais. sur la guerre du Vietnam, tu vois tous ceux que tu as cités avant, tu peux pas
Apocalypse Now, etc., etc. Et Ah, pas c'est celui-là, forcément, Ah, tu vois ce c'est que je veux dire. Alors que l'autre, il propose. Tu vois, autre Prince chose. de la Ville, c'est aussi vieux. Enfin, je veux dire, ça se passe pas dans les années 90, ça se passe, je crois, dans les années 70, 80 et tout. Donc tu te dis, bah, pourquoi celui-là, tu vois, c'est quand même un album de 113, il est très souvent cité par les plus anciens qui l'ont vu comme un film, vraiment le film ghetto par excellence. Alors que Dead President, Génération Sacrifiée, on en parle beaucoup moins, tu vois. Je pense que c'est peut-être parce que c'est politique. Je pense. Oui, il y a peut-être un Ça côté... peut jouer ça. Il y a un côté très, c'est vrai, politique américaine qui, à mon avis, quand t'es français et que tu découvres ça dans les années 90, bon, tu t'en fous en fait. Tu vois, c'est pas vraiment le truc, voilà, peut-être presque le côté plus gang qu'il y a dans Les Princes de la Ville parle plus. Surtout quand c'est jeune, Ouais, bien sûr. j'imagine. Bien sûr. Mais ça ressemble plus, c'est vrai, à l'énergie de Menace to Society, tu vois. Mais ouais, ça m'a toujours marqué que ce film, et moi le premier, hein, j'ai mis du temps à le voir et j'ai mis du temps à me rappeler que je l'avais vu, tu vois. Je me rappelais de quelques scènes, mais j'avais du mal à faire la globalité de tout ça, tu vois. Alors que concrètement, dans les films réalisés par des Afro-Américains, y compris Spike Lee et tout, je trouve qu'il est bien placé, tu vois, pour être dans le haut du panier, tu vois. Non, mais il est fort. Il est fort et même c'est New York en vérité. Ouais. Après un film, c'est vrai que tu soulèves un point super intéressant. Un film comme New Jack City, j'ai pas l'impression qu'il ait marqué les gens plus que ça. Or, pour moi, c'est un grand classique. Alors, pour le coup, En celui-là, France, je parle. Hein. Ah, en France. En France, c'est un grand classique. King of New York. Ouais, Les non, mais mecs, King of New York. surtout celui-là. Mais moi, je comprends pas. New Jack City, je vois l'influence partout, mais Ouais. King of New York, les gens, ils King savent of même pas New qu'il existe Ouais, ils ce savent film-là. pas, ouais. C'est plus... Frank C'est plus White, quoi quand même, mec. Ben oui. Mais, Biggie, il arrêtait pas de le citer. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, bon, attends, il parle de qui, là? Enfin, je sais pas, c'est la démarche. On va le faire. King of New York, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Mais ça, quand tu regardes, c'est en France, les gens, quand on demande, nous, par exemple, des revues véritables films, il faut que vous fassiez Menace Society. Ouais, c'est Faut le faire truc, Boys in the Hood. ouais, c'est le truc. Faut... Ça revient le plus. On nous l'a demandé, Prince de la Ville. On nous a demandé aussi la Cité de Dieu. Ouais. La Cité de Dieu, celui-là, il a il eu est- un impact terrible Ah, sur, de fou, hein. sur les quartiers là. Moi, j'aime Il a pas eu ce un film. impact Ah ouais incroyable. Eh, Moi, les j'aime gars, pas il y a ce quand même il y a un mec qui fait le caméscope, il s'appelle Bouscapé. Bouscapé, hein. frérot. Quand même, Non, Non, non. l'impact est incroyable. Le film, non. Le film, je reconnais ses qualités. Moi, j'aime pas. Après, Non, moi, tu sais, j'aime le film. Je sais ne pas aimer, mais reconnaître que le film est bon, est bien fait, truc, tout. Moi, j'aime pas parle ces de cas- Pequeños. C'est ces Pequeños que j'aime. Bon, Zepek. voilà, voilà. En fait, Voilà. c'est Tout le monde qui dit c'est que celui qui- Zepek, c'est alors que Zepek, c'est quand même le pire gars dans. Ne vous inquiétez pas, on fera la revue film. Ouais, si vous nous laissez là, Pour on tous les part. cinéphiles, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Un Bah, truc- dites-moi les gars, moi je suis vieux, je suis chaud, hein, je viens. Ah, bah tu vas venir, il y a pas de problème. Là, c'est filmé, il y a des témoins, tout. Voilà, tout. Il a y a dit, des hein, caméras, il il a a dit. dit, c'est trop tard. Donc Mais le oui. prochain, il est obligé d'être là. Non, un truc qu'on n'a pas dit, bon, on le sait tous et tout, mais bon, s'il y a bien une vidéo dans laquelle on doit en parler, c'est bien celle-là. C'est que par rapport au traitement que les Noirs américains ont eu quand ils sont ou ne sont pas allés à la guerre du Vietnam, il y a Mohamed Ali Vraiment. qui avait pris position et qui avait bien dit moi, les Vietnamiens, c'est pas mes ennemis, etc. Et il a perdu ses ceintures, ses titres. Et il est revenu. avait Mais le tu droit sais de que ce que conquérir. tu dis, c'est super important parce que même dans le film. Mais je dis toujours des trucs importants. Non, mais non, pourquoi je te dis ça? Parce que même dans le film, quand il est au Vietnam, à un moment, Anthony, à un moment, il ramasse un track au Vietnam. Hein. Ouais. On lui dit, ouais, jeune noir américain, cette guerre n'est pas la tienne. Et ce commandant, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, oh, je sais pas, c'est un truc que j'ai ramassé. Jette ça, là, on n'a pas besoin de ça. C'est pas un truc de fou. Ouais, parce que c'est vraiment ce truc de, à mon avis, à l'époque, l'ennemi qu'ils essayaient de construire commun, c'était les communistes, tu vois. Alors qu'au final, le conflit interne qu'il y avait, c'était que toutes les communautés aient plus de liberté et plus de gain social. Et ça pouvait passer par des combats qui étaient pseudo-communistes, tu vois. Donc en fait, ça créait un bordel dans la tête des gens qui a emmené à des extrêmes, quoi. Et à mon avis, la vie politique américaine et la société américaine est plus violente, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que la réponse a été plus violente. C'est pour ça que les Black Panthers, tu vois, c'était vachement plus armé, vachement plus des actions avec des flingues et tout. Mais oui, je pense vraiment que ce film, il te permet quand même d'essayer de te mettre dans l'état d'esprit de ce que c'était d'être un Noir américain qui va à la guerre et en fait, il n'y a pas de place pour lui nulle part, en fait. Parce qu'on lui dit, c'est pas ta guerre, mais en même temps, les mecs qui sont avec lui, avec qui il combat toute la journée, ils lui disent, laisse pas... Enfin, je suis ton frère, on sera toujours ensemble et tout. Et au final...
Je trouve que c'est quand même un film qui, pour revenir sur le film, qui est vachement, qui évite tous les poncifs, quoi. Il n'y a pas de vraiment de trucs qui sont caricaturaux, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que ça, en tout cas, moi, c'était à l'époque où je l'avais vu, et encore plus là, la première fois que j'avais vraiment une vision d'ensemble de tout ça. Je trouvais ça bien cool. De toute façon, la réalité, elle est déjà assez dure, même pas besoin de la caricaturer, quoi. Bah non, franchement. Mais tu vois, c'est assez facile des fois de faire un film politique et de prendre des personnages. Et tu vois, même là, le personne qui représente un peu l'univers des Black Panther, je trouve il est pas caricatural, tu vois. La sœur de sa meuf, elle explique pourquoi le combat et tout, et, tu vois, et dès qu'elle arrive sur lui, justement, elle lui dit ouais, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, tu t'es fait manipuler et tout. Et lui il dit mais tu veux pas me demander comment ça va et tout, enfin genre direct je vais rentrer, tu me parles de politique et tout et tout. Et tu vois, je trouve ça humanise un peu plus les personnages. Et ça rend pas le truc uniquement socio-politique en fait. C'est vraiment genre toi en tant qu'humain, comment est-ce que tu aurais reconnu le truc, tu vois. Et je trouve que le personnage principal pour ça il est mortel. Et c'est vrai que ça m'a choqué de pas le voir plus souvent, tu vois, parce que dans O-Dog il est incroyable. Lawrence Tate, ouais, sa carrière c'est trop bizarre parce que dans les années 90 il avait tout pour devenir une sorte de Denzel Washington à un autre style, mais un personnage important du cinéma, quoi. Mais tu sais que pendant très longtemps moi je pensais qu'il était mort. Oh. Non, seulement. C'est bizarre parce que Mais en fait, je te dis, moi j'avais vu Menace to Society, tous les trucs et tout. Après, on l'a plus jamais revu. Ouais. Mais là, on l'a revu là dans Power. Ouais, non, dans Power. Mais moi, je te dis, dans les années 2005, 2006. Mais c'est vrai qu'il s'est arrêté longtemps. Je dis, mais attends. Sachant qu'il a un de ses frères aussi qui est acteur. J'ai oublié le nom de son frère, mais il a un de ses frères aussi qui est acteur aussi. Mais bon, en vrai, ce qu'il dit, ça revient à ce que je dis à chaque fois. Delilah, la sœur de Juanita, l'importance des sœurs dans la communauté. Et oui. L'instant Kisha. On fera New Jack City, vous allez comprendre pourquoi. Mais clairement, elles ont leur mot à dire. Et elles ont un rôle super important. Bien sûr. Parce que quand tous les pères ou les maris sont à la guerre, ben c'est elles qui tiennent le pavé en vérité. C'est elles qui sont sur le front. Mais de toute façon, chez les Black Panthers, les femmes avaient un rôle très bien sûr, important. bien sûr. Angela Davis, il y a énormément de c'était souvent personnages très elle forts qui était en avant même. Ouais. Donc oui, faut le dire, le rappeler. Mais le titre français de ce film-là, en vérité, il décrit complètement. Éclaté. Éclaté. C'est bien expliqué, ça aurait été un bon, un bon tagline, tu vois. Ouais. La génération sacrifiée. Mais c'est vraiment une génération sacrifiée parce que ces gens-là, on les a envoyés à la mort. Ah, vous êtes pas mort. Bon, bah, vas-y, mets-toi là où tu trouves de la place. Et puis, vous n'avez pas. Et puis, vous faites ça, mais vous n'avez pas fait la vraie guerre. C'est choquant. C'est-à-dire que même ceux qui devraient. C'est choquant. Ceux qui auraient dû te comprendre, des vétérans comme toi, ils crachent à la gueule. T'as pas fait la vraie guerre. Parce que c'est un conflit qui est nul. Enfin, tu vois, il y a personne au bout de certaines années, personne ne comprend l'intérêt d'y aller. Donc ça crée tout un. C'est vraiment une guerre où je pense qu'ils pensaient rester 2 ans et ils sont restés 10 ans, tu vois. Donc à la fin, plus personne sait pourquoi on y est en fait. Sauf les mecs qui y sont toute la journée et qui vivent la merde, quoi. Ouais. Un enfer. Bah dis donc les gars, c'est joyeux, hein. C'est pas un film joyeux, je vous avoue. Enfin, le début est très. C'est moi un des meilleurs films que j'ai vu sur le ghetto, ou en tout cas le quartier dans les années 60-70. Je trouve que c'est très très bien filmé. Franchement, ouais. C'est pas du tout misérabiliste et tout. Tu vois des mecs qui essaient de s'en sortir. C'est hyper diversifié dans les profils. Et mais après, plus ça va et plus c'est un film catastrophique en vrai. Hein. C'est pas très optimiste sur la vie en général et sur la société américaine. C'est cata en fait. Après, culturellement, je trouve que il y a de très 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 bonnes références. Ah oui. Ah oui. Ouais, bien sûr. Des super références. De toute façon, effectivement, les frères Hughes, faudra se pencher sur leur travail parce qu'effectivement, c'est des réalisateurs oubliés. Je sais pas ce qu'ils ont fait de marquant par la suite. Après, ils ont un peu arrêté des films un peu sociaux comme ça. Je me rappelle que moi, j'étais allé voir, ils avaient fait From Hell avec Pirates des Caraïbes, là, Johnny Depp. Ouais, ça Et me dit- ok, c'était ça- en gros l'histoire de Ouais, je l'ai Jack vu. l'Éventreur. Je crois que je l'ai vu. celui-là. C'est l'histoire de Jack l'Éventreur. Ouais. Et après, ils ont fait Book of Eli. Book of Eli avec Denzel Ah, Washington. ok, c'est eux, Ouais. c'est eux. Ok. Ils ont pas fait beaucoup de films, hein. Ok. Non, après, ils ont fait chacun de leur côté des films. Je crois qu'ils avaient quand même des tempéraments assez explosifs et je crois qu'à un moment, ils se sont embrouillés.
Donc ils ont fait des petits films à côté, ce qui est marrant. Ils sont embrouillés avec Tupac sur le tournage de Menace Society. Ouais, Tupac, il est... Bon, voilà, on connaît, à mon avis, les deux, ouais, ça a été explosif, ça a été le bordel. Les fans de Tupac, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai vu en fun fact qu'à la base, ils voulaient que Jada Pinkett joue dans Dead Presidents. Et elle a refusé parce que son meilleur pote à l'époque c'était Tupac. Et par rapport au bif qu'il y avait entre les frères Hughes et Tupac, elle a dit non, je vais pas y aller, c'est galère et tout. Je crois que ça allait loin leur bif. Hein. Tupac, à un moment, il voulait les buter et tout. Parce que il y a eu un procès, enfin, il y a eu. Ça a été méga compliqué quoi. Ah là là, sacré Tupac. Non, mais lui, de toute façon, lui, partout, il passe, il ramène la violence. Faut dire la vérité. Faut être honnête. Ouais, c'était un Black Panther, hein, enfin... C'est ça. Il avait un côté il était très et violent, quoi. Très mordant. Ouais. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote aussi. Juste après Dead Presidents, on parlait des pimps tout à l'heure, les deux frères Hughes, ils ont fait un film documentaire, American Pimp, sur ce que c'est d'être un pimp dans les États-Unis. Ah, d'accord. Que je n'ai jamais vu, mais que j'ai eu envie de voir après avoir vu... J'ai regardé, je me suis dit, ah, ok, vu leur traitement, justement, des personnages pimp dans leur film, ça m'a branché, tu vois. Je me suis dit, j'ai bien envie de voir ça. Voilà. Si jamais vous tombez sur ce truc, j'ai l'impression que c'est quand même très difficile à trouver. Parce que j'ai même cherché, moi, sur mes plateformes illégales, et j'ai absolument pas trouvé. Si jamais vous avez un petit plan, là, vous me dites. Je suis chaud. Les gars, 1 heure sur Dead President. Génération sacrifiée, si vous préférez. Les billets verts pour les Québécois. Les billets verts pour les Québécois. Canadiens. Les billets verts pour les Québécois. Les frérots du Canada, on est ensemble. Alors, je vais le revoir. Parce que, bon, j'ai vu des bribes, etc. Mais bon, ça fait très, très longtemps, etc. Mais je vais le revoir. Je vous invite à le revoir. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé du film. Dernière question, les gars. Est-ce que c'est un classique? Moi, c'est un classique. Pour tout ce que j'ai dit, c'est un classique. Pas pour le combat Nazirator-Avenger, mais pour la partie culturelle, pour le fait que Dead President, c'est l'argent, sachant qu'au début du film, tu vois des billets qui brûlent, et que quand ils braquent le truc, ils font sauter le fourgon, et les billets brûlent aussi. Tu vois cette scène, il y a un truc. Après, c'est pas pour ça, mais il y a un truc, c'est très bien filmé, culturellement parlant, beaucoup de références. Le fait qu'on voit aussi Al Green présenté dans Soul Train par Don Cornelius. Pour beaucoup de références, des très bons acteurs. Après, c'est un classique. Et même, regarde, ça a été repris par des rappeurs pour le titre. Bien sûr. La pochette a été reprise, leur maquillage a été repris. Après, le truc dont qu'on a du mal, c'est que faudrait faire des classifications de classiques, parce que tous les classiques ne se valent pas. Parce que un classique qui n'a pas marché plus que ça, il faut quand même un minimum de succès commercial aussi. C'est une référence. On va dire c'est une très bonne référence. Pour moi, c'est un classique sous-estimé. Voilà. C'est-à-dire que pour l'avoir revu, je pense que tu vois, il y a aussi l'épreuve du temps quand tu revois un film. Est-ce qu'il a bien vieilli? Parce qu'il y a des films qu'on a vus quand on était jeune, et vu qu'on était jeune, le propos nous a parlé de fou, et les images nous ont parlé, et on s'est dit, waouh, c'est énorme. Maintenant, je les revois, je me dis, oh. C'est bien, mais c'est peut-être pas le plus grand film du monde. Toi, tu parles de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, toi. Il y a ça, par exemple. Il y a des films comme ça, par exemple. C'est vrai, tu vois. Non, moi, c'est Rambo. Rambo, quand il met la balle sur la flèche et qu'il explose un hélicoptère. Voilà, Rambo 3. À mon âge, tu vas me dire quoi? Mais non, c'est des problèmes, ça. Oui, il y a des films comme ça, des films un peu d'action, que finalement, quand tu revois plus tard, tu te dis, waouh, c'est filmé avec les pieds, enfin, l'histoire, elle tient pas debout. C'est juste que toi, c'était toi le public à ce moment-là, et ça marchait. Là, pour l'avoir revu vraiment à mon âge avancé, je trouve que c'est un très bon film de cinéma. Enfin, il y a des personnages qui sont bien dirigés, les frères, il y a des bonnes idées de réalisation sans en faire trop, et il n'y a pas de vrais faux pas, en fait. C'est juste peut-être, il y a trop de choses dans le film. Donc c'est difficile d'attraper un public parce qu'ils ont peut-être voulu dire trop de choses, il y a peut-être trop de références, il y a toute l'histoire des films de guerre, il y a ce braquage qui est bien filmé mais qui est quand même supra éclaté, et en fait toute la promo du film est fait autour de ça, donc c'est chelou. Mais moi là je le mets dans mes petits classiques sous-estimés, en me disant genre waouh, ça c'est vraiment parmi tous les films justement un peu, comme je disais tout à l'heure, de réalisateurs afro-américains des années 90 où tout le monde a un peu mis le projecteur sur eux, tu vois, Spike Lee, même Antoine Fuqua que moi j'aime bien, tu vois, qui a fait Training Day plus tard et tout. Je trouve que celui-là il se place bien. Il se place super bien, je le mets dans un top 10 sans problème, tu vois.
Ok. avec Minace et Boys, bien sûr, qui sont des très bons films, mais aussi Do the Right Thing, Clockers, en vrai, que moi je trouve très bien aussi, avec un propos plus Spike Lee, donc un peu Scorsese à cette période-là, mais qui est aussi un très bon film de cinéma et qui parle vraiment, à mon avis, de l'ambiance hip-hop des années 90, telle qu'on la connaît et qu'on la kiffe, tu vois, et puis il y a des bons acteurs dedans, il y a Sticky Fingers, Mickey Pfeiffer, Harvey Keitel, c'est cool, tu vois. Fredo Ça reste Starr, des bons films. John Turturro. On oublie souvent cet acteur très 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 fort. Exactement. Ah oui. Et il a vraiment mélangé l'ambiance Scorsese et Frère Cohen avec l'ambiance film du Hood de l'époque, tu vois. Donc, c'est un Arrêtons. bon film pour ça. C'est pour une prochaine vidéo. Voilà. Si on commence là, c'est pas bon. Mais Ah je le non, mets- given je out le too mets- much. Je le mets dans le top 10. tu Ok, vois. ok, très bien. Là où Prince de la Ville, par exemple, je suis pas sûr de le mettre. Parce que l'histoire est mortelle, mais le film en soi, c'est un téléfilm, les gars. Faut que je le revoie. Faut que je le revoie, moi, Prince de la Ville. Faut que je le revoie. C'est cool, hein, mais vraiment, il y a des moments où c'est moins bien. Ouais, Même un film comme Colors de Colors, Dennis Hopper. ouais. Moi, je trouve qu'il a mal vieilli. Voilà, Je c'est trouve pas qu'il a ouf. très mal vieilli. En plus, c'est quand même la vision des keufs, donc il y a un truc qui est pas exceptionnel. New Jack City aussi, super film, mais il y a un moment où il y a un peu une sorte de glamourisation d'un truc. Faut voir. Non, moi, j'aime bien, moi, New Jack City. Après, C'est des fois, c'est la Harlem, nostalgie. tout ça, nous, on c'est- est des Harlemites, nous. C'est vrai. Donc, c'est Harlem. Et c'est la New Jack. Tu vois ce que je veux dire? C'est. New Jack City, c'est la New Jack. Et la New Jack, c'est Dangerous de Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. You're giving out too much, Non, bro. non, c'est vrai. On va se calmer. Ouais, je vais revenir, les gars, je vais revenir pour New Jack City. Obligé, ça y est, Ouais. t'as pris ton Nino abonnement. De Brown. toute façon. Voilà. Parole véritable un jour, parole véritable toujours. hein. Voilà. Monte dans l'escalator, t'es dedans, tu montes. Nemo, merci beaucoup. Bah, Merci à vous, vraiment. les gars. Pour Désolé, ton j'ai peut-être beaucoup expertise parlé, très mais pointue. Non, mais- vraiment, j'ai Non, adoré non, ce non. On a bu tes paroles. Parole véritable. Tu vois Voilà. C'est la dame qui dit. C'était très, non, Oui, oui. c'était très Tant que c'est intéressant. véritable, c'est bon Je pense pour que tous ceux qui verront cette vidéo auront envie de venir te saluer sur Twitter, par exemple, et de regarder ce film. Et voilà, je pense qu'on a livré une petite Et analyse. on en a un peu besoin. totale. Parce que c'est des films dont on ne parle pas. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. C'est des films dont on ne parle pas en France. Il faut en parler. Parce que moi, c'est le hip-hop qui m'a amené à regarder ce film-là. Je pense que si j'étais pas à fond dans les albums, dans les discographies, dans les textes, dans la recherche de samples, etc., je pense pas que j'aurais vu ce film-là de cette même manière ou que je l'aurais vu tout court. Ouais, c'est clair. Donc voilà. C'est clair. Très bien. Yep. Conclusion, comme d'habitude. Nemo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Bah, sur internet, partout. Sur Instagram, sur Twitter. Je suis internet en fait. Non, bah, en ce moment, retrouvez-moi sur Insta. Je fais des petits tops de films justement à peu près tous les dimanches. Je prends un réalisateur et je donne mon top des films de ce réalisateur. Et en vrai, c'est surtout une plateforme pour échanger avec les gens. Donc n'hésitez pas à venir, à me donner vos tops, à me dire ce que vous en pensez. Là, je suis pas mal là-dedans. Et puis sinon, bah. On retrouve sur Combini, je fais pas mal de trucs là-bas, comme tu as dit en intro, We Love TFTC, le podcast, une fois toutes les 2 semaines, et La Vignette, podcast sur la bande dessinée, aussi une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, on m'entend un peu partout, et sur les réseaux, c'est très facile de me joindre, n'hésitez pas à me contacter, avec grand plaisir. Dans le respect et la bienveillance. Ah oui, bien sûr, ouais. Ça en fait des choses, hein. Ça va, t'as le temps de dormir, t'as en vacances, c'est ça, parce que... Ouais, ça va, écoute. Bah, en fait, c'est pas du travail pour moi, tu vois, c'est juste. Voilà, c'est ce qui me passe par la tête. C'est ça qui est beau. À C'est partir du de ce kiff, C'est ça moment-là, qui est beau. t'as pas une fatigue vraiment réelle qui se crée, tu vois. Ouais. Quand t'es dans l'échange... Ouais, c'est de la passion, tu vois. C'est comme on est, on peut discuter pendant longtemps. Ah, mais même on peut rester là, parler pendant 3 Bien jours sûr. sans manger, sans boire, et tant qu'on parle de rap, c'est bon. Tu vois. Ah ouais, moi, ce qui me branche vraiment, c'est le partage, tu vois. Et bah, si j'arrive à donner envie à des gens, comme moi, on a pu me donner envie avant, de faire des choses, de produire des trucs, de faire des podcasts, de passer à autre chose, enfin, de parler de culture dans le sens général, ou même faire complètement autre chose, tu vois. L'important, c'est l'énergie qu'on met dedans, tu vois, et puis que ça reste une passion et un Ce kiff. truc-là, il est pas fait pour être kiffé tout seul. C'est Ouais. tout. Un morceau que vous kiffez à 3-4, c'est pas la même chose quand tu le kiffes tout seul. Ouais. Donc, voilà, j'ai envie de dire, le Bougarno, je te Toujours. laisse conclure. Vous savez, nous aussi on est sur Internet. On est partout sur Internet. Vous googlisez Parole Véritable Podcast ou même Parole Véritable tout seul, ça passe aussi. hein. Il y a le logo, il y a l'escalator, il y a DJ Flexta, il y a le Bougarno. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Ça, c'est pour les réseaux sociaux.
Pour les plateformes d'écoute, on est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Ocha aussi. Et YouTube pour les contenus longs, courts, sachant que pour les très longs, on a les podcasts. Un peu moins longs, on a les revues véritables films, revues véritables albums. Et pour les contenus courts, morceaux véritables. Voilà. Bon ben... Le job a été fait. Véritable. On dirait. Hein. Bon ben... Non, Kobi, il pose la question. Job is finished. Job finished? Ben, pour moi, c'est bon. Job finished. Ok. On raconte de... Bon, bref. Au revoir. Merci.